Il y a 49 ans avait lieu la guerre des 6 jours, juin 67. J'ai été très impliqué par la guerre des 6 jours, puisque quelques semaines après, au mois de juillet 67, je m'étais rendu à Jérusalem. Et en Israël en général, mais enfin à Jérusalem. Alors, ce soir, enfin, depuis cette époque, on célèbre le jour de Jérusalem, le Yom Yerushalayim. Je vous ai mis devant moi le prospectus qu'on a distribué la cérémonie du faux ce soir. Le jour de Jérusalem a lieu le 5 juin, mais enfin on l'a fait ce soir, le 1er juin. Et il y a eu plusieurs orateurs qui ont parlé de Jérusalem, ce que ça représentait pour les Juifs, etc. Vous savez qu'il y a eu l'affaire de l'UNESCO avec une déclaration qu'a signée la France et qui ne mettait pas en évidence les rapports entre le peuple juif et la ville de Jérusalem. Quelque chose comme ça, je n'ai pas très bien suivi. En même temps, je suis en train de lire l'ouvrage de Dominique Bourrel sur Martin Buber, paru chez Albin Michel, et qui a tout un passé sioniste, ce monsieur Buber. J'ai pas eu le temps, je suis en train de le lire, mais enfin, il y a des choses qui me paraissent assez remarquables et qui mériteraient de répondre et de réagir à ce qui est dit. Alors, bon, finalement, qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Comme ça. Je peux dire que, vous savez que j'ai une position très communautariste. À l'intérieur de la société française, ce que j'appelle l'Empire français, tout État étant un empire d'une certaine manière, un ensemble de collectivités, de communautés, de toutes sortes de corporations, pas uniquement religieuses, loin de là, mais communautés scientifiques, communautés culturelles, et bien entendu communautés religieuses. Et chacun d'entre nous, d'ailleurs, peut parfaitement appartenir à plusieurs communautés, dont la communauté des hommes et des femmes, qui est une communauté aussi très importante, même fondamentale. Nous sommes tous membres de la communauté, soit des hommes, soit des femmes. Et le rôle de l'État, c'est de favoriser la cohabitation, la coexistence entre ces différentes communautés. L'État, donc, a une démarche impériale. D'ailleurs, pour moi, la notion d'État est directement liée à l'Empire. C'est parce qu'il y a un empire qu'il y a un État. Sinon, on a des nations. Voilà comment je vois les choses. Il est clair que toute communauté peut avoir ses propres valeurs, qui ne valent que pour elle, d'ailleurs, souvent. Elle a sa propre histoire, ses propres enjeux, que ce soit dans le monde scientifique, ou dans le monde religieux, dans le monde artistique, etc. Mais elle peut aussi apporter à l'ensemble du pays, de l'État. Elle peut contribuer à la richesse de l'État par toutes sortes de moyens financiers, mais aussi par des découvertes, par des inventions, par toutes sortes de conceptions sociales qui peuvent bénéficier à l'ensemble d'une société. Donc j'opérais le mot société pour englober, plutôt que l'État parfois, pour englober l'ensemble de ces communautés. Parce que je n'ai pas employé le mot communauté pour désigner cela. Donc il y a des communautés, et ces communautés composent une société. Et cette société est en quelque sorte gouvernée par l'État. C'est une question de terminologie. Ça n'a pas de valeur absolue, et il faut s'entendre sur les termes.
Donc, qu'il y ait une communauté juive qui soit intéressée par l'histoire d'Israël, c'est normal, puisque quelque part, chaque communauté a son histoire, a sa mythologie. C'est tout à fait respectable. Cela dit, comme on dit, on ne peut pas être juge et parti, et toute communauté est partie. Et le juge, c'est l'État. Et l'État est supranational, par définition. Il est supracommunautaire. Donc, il n'y a pas de raison spécialement de conflit entre les communautés, mais en tout cas, c'est le rôle de l'État de résoudre ces conflits. Et de les prévenir, surtout, de les prévenir. De les prévenir en amont. Cela dit, je crois qu'il est important de souligner que un empire, puisque je parle d'empire, un empire a une dimension, a une histoire d'occupation, une histoire de colonisation. Et il n'y a rien d'extraordinaire à cela. La création de l'État d'Israël, je l'ai déjà dit l'autre jour, et bien entendu, s'inscrit dans le cadre d'une forme de colonisation. Parce que les mandats que les Français, que les Français et les Britanniques ont eus sur cette région du Moyen-Orient, ils les ont eus aussi, ils les ont exercés aussi à d'autres endroits. Alors, il peut y avoir des contextes historiques et politiques différents, mais malgré tout, c'est une colonisation. Et on l'a bien vu, puisque l'Angleterre, qui avait également un large empire colonial, on peut aussi appeler le Commonwealth, l'Angleterre a eu des problèmes à gérer son mandat sur la Palestine parce qu'elle avait d'autres enjeux qui posaient problème. Et comme je l'ai dit, finalement, les empires franco-anglais ont imposé au monde arabe la création de l'État d'Israël. Et même déjà la création du foyer juif en Palestine. C'est une évidence. C'est pas une évidence dont il faut rougir, mais c'est une évidence. C'est le pouvoir impérial de ces deux pays, qui ont d'ailleurs été aussi de grands pays qui ont contribué aux croisades, notamment au XIe siècle. Il y a notamment Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, qui ont été respectivement roi d'Angleterre et roi de France. Et ces deux empires ont cru bon de trouver une solution pour la question juive, en ramenant finalement les Juifs, en tentant de ramener les Juifs vers leur terre d'origine. Ce n'était pas du tout l'obsession d'ailleurs de Herzl, qui était très pragmatique. Il dit, bon, moi je vais essayer auprès du sultan, mais si ça ne marche pas, on verra du côté de l'Argentine, etc. Malheureusement, il est mort trop tôt, il est mort trop jeune, en 1905. Il avait une quarantaine d'années, donc il aurait pu vivre largement jusqu'en 1917, 1920. Ce qui va peut-être changer la donne. Donc, à l'État impérial, la France est un État impérial, la France qui est Napoléon a fasciné quelqu'un comme Hegel, par exemple, lorsque Hegel a vu Napoléon entrer dans une ville allemande, il y a vu l'incarnation de l'histoire. Donc la France a une dimension impériale en Europe. Un empire, c'est aussi la fascination qu'il exerce, c'est les valeurs qu'il répand. Aujourd'hui, on parle de l'empire
américain, mais avec les films qui en sont le support, très connu. Mais il y avait l'Empire français avec la langue française, avec les mots français. Il faut éviter cette espèce de point de vue étriqué de la France. L'Europe a eu un effet négatif sur la mentalité de ses composantes. On a pris des pays qui avaient tous des empires importants, que ce soit aucun avait eu, qui ont toute une histoire impériale, que ce soit l'Espagne, le Portugal, la Hollande, la France, la Belgique, et l'Angleterre, bien entendu. Et ils se sont retrouvés finalement dans un état national, en situation nationale au sein d'un empire qui serait l'Union européenne. Donc voyez-vous, il y a un renversement de situation, des empires qui se trouvent coiffés par l'empire européen bruxellois, si on peut dire, et qui n'arrivent plus à s'assumer comme empire. C'est ça le problème. C'est-à-dire que l'Europe a cassé la dynamique impériale de ces pays, mais ces pays se retrouvent dans une spirale impériale, néanmoins, par leur passé. Ils sont rattrapés par leur passé. Le passé qui est celui des immigrés, justement, qui, c'est assez paradoxal de voir que la guerre d'Algérie qui se termine, et qui se termine d'ailleurs avec le rejet de toute une population pied noir, juive, etc. Et ensuite, ce sont les Algériens eux-mêmes qui viennent vivre en France, et qui viennent constituer une communauté, ce qui ne me gêne pas du tout, parce qu'au contraire, la France, de cette façon, elle assume indirectement son rêve impérial sur l'Algérie, par le biais justement de ces Algériens qui vivent en France. Ça a l'air idiot, mais c'est vrai, quelque part. Si on ne peut pas rester en Algérie, c'est l'Algérie qui viendra en France, en quelque sorte. C'est fou, mais c'est une logique impériale. La logique impériale, elle est très complexe, parce que c'est une logique à la fois d'émission et de réception. C'est-à-dire que à la fois, il s'agit d'une volonté délibérée d'expansion, mais ça peut être aussi d'autres pays, d'autres structures qui se mettent en satellite par rapport à cet état. Et c'est vrai, par exemple, pour la question de la langue. Les pays qui ont emprunté aux Français, ils ne l'ont pas fait sous la pression des Français. Ils l'ont fait par fascination pour le français. Et les pays qui viennent, les peuples qui viennent, et les immigrés qui viennent en France, ils ne viennent pas parce qu'on les a obligés à venir. Hein, on sait bien à quel point c'est pas vrai. Ils viennent parce qu'ils sont fascinés par le modèle français, par son histoire. Donc il faut reconstruire la dynamique impériale de la France. La laïcité est un moteur de cette dimension impériale. D'ailleurs, toute forme d'empire a une dimension laïque depuis toujours, par définition. La laïcité, c'est ce qui permet la cohabitation entre les différentes communautés. Et qu'il y a des différences de communautés, je parle dans tous les domaines, religieux, artistes, etc., il faut un État qui gère tout cela. Et bien entendu, qui doit gérer aussi les relations entre les hommes et les femmes, et le mariage, l'institution du mariage, qui est régulée par l'État, en est l'exemple. Voilà, tout simplement.